South African Airways est en faillite. Kenya Airways continue de se débattre. Mais une compagnie aérienne africaine, elle engrange 7,6 milliards de dollars par an. Pas depuis Lagos, pas depuis Johannesburg, pas depuis Nairobi. Depuis Addis Abeba, un pays enclavé où le PIB par habitant est d'environ 1100 dollars. Ethiopian Airlines ne fait pas que survivre. La compagnie génère plus de revenus que Finnair, Norwegian et Air New Zealand. Elle est restée rentable pendant le Covid, sans le moindre plan de sauvetage gouvernemental. Alors, si tous les ingrédients du succès aérien en Afrique sont supposément absents, infrastructures défaillantes, gouvernements instables, demandes anémiques, réalités économiques brutales, comment une compagnie publique issue de l'un des pays les plus pauvres du monde anéantit-elle systématiquement tous ses concurrents sur le continent ? La réponse, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent du pétrole. Et ce n'est pas un secret auquel le reste de l'Afrique n'aurait pas accès. C'est un plan de jeu, intégration verticale, exploitation du hub, planification sur plusieurs décennies, qui est là, à la vue de tous, depuis 1945. Une flotte de plus de 150 appareils. Un méga aéroport de 6 milliards de dollars en construction. Une académie aéronautique qui forme des centaines de professionnels chaque année. Et un plan stratégique visant 25 milliards de dollars de revenus et 65 millions de passagers. Sur le papier, ça ne devrait pas fonctionner. Le projet favori d'un empereur, né de 5 avions cargo excédentaires de la Seconde Guerre mondiale et d'un contrat de gestion avec TWA, transformé en la seule supercompagnie aérienne mondiale d'Afrique. Dans la réalité, toutes les autres compagnies nationales africaines avaient plus d'argent, des économies plus importantes et des partenaires plus solides. Aucune d'entre elles n'a réussi à faire ce qu'Ethiopian Airlines a fait. Alors qu'est-ce qui a bien tourné à Addis Abeba et qu'est-ce qui a si catastrophiquement mal tourné partout ailleurs ? La réponse débute, paradoxalement, par une décision prise par un empereur. Le 21 décembre 1945, Haïlé Sélassié Ier créa ce qui était alors connu sous le nom d'Ethiopian Airlines, avec une vision stratégique délibérée. L'Éthiopie n'avait jamais été colonisée, et Sélassié comprenait qu'une compagnie aérienne nationale, c'était bien plus qu'un moyen de transport. C'était une affirmation de souveraineté et un outil pour relier une nation enclavée au reste du monde. Le partenariat avec TWA fut déterminant. TWA ne fournit pas seulement des avions, elle apporta les normes aéronautiques américaines, la formation des pilotes, les protocoles de maintenance et les systèmes de gestion. C'était fondamentalement différent des compagnies aériennes de l'ère coloniale établies dans le reste de l'Afrique, qui étaient généralement des filiales de transporteurs européens faites pour servir la métropole et non le continent. Lorsque la vague d'indépendance déferla sur l'Afrique dans les années 60, ces compagnies furent transmises à de nouveaux gouvernements qui, souvent, ne disposaient pas du savoir-faire institutionnel pour les gérer. Ethiopian, en revanche, construisait ce savoir-faire institutionnel depuis le début. À la fin des années 1960, le contrat de gestion avec TWA avait été entièrement transféré. Pour le 25e anniversaire de la compagnie en 1971, le colonel Semret Medan était devenu le premier directeur général éthiopien et l'ensemble des opérations était assuré par du personnel éthiopien. C'était une étape extraordinaire que la plupart des compagnies aériennes africaines n'atteindraient pas avant des décennies, si tant est qu'elles y parviennent un jour. Ce qui se produisit ensuite aurait détruit presque n'importe quelle autre compagnie aérienne. Le régime marxiste du Derg renversa l'empereur en 1974, plongeant l'Éthiopie dans la guerre civile. Le gouvernement s'aligna sur l'Union soviétique. Les nations occidentales détournèrent le regard. Et pourtant, Ethiopian Airlines continua de voler. Elle continua d'acquérir des avions. Elle opéra avec un degré d'autonomie commerciale qui défiait le chaos idéologique qui l'entourait. Cette résilience n'était pas le fruit du hasard. Elle reflétait quelque chose d'ancré dans l'ADN de la compagnie depuis sa création, le principe selon lequel la gestion commerciale devait rester protégée des ingérences politiques. C'est un principe qui, 7 décennies plus tard, distingue encore Ethiopian de pratiquement toutes les autres compagnies aériennes africaines détenues par l'État. Avançons rapidement jusqu'en 2005. Ethiopian Airlines était rentable, mais modeste, générant moins d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel avec une flotte de 32 appareils.
C'est alors que la direction de la compagnie fit quelque chose de quasi inédit dans l'aviation africaine. Ils rédigèrent un plan. Et ensuite, ils l'exécutèrent. Vision 2010 visait un objectif d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. La compagnie atteignit 1,3 milliard. En hardi, ils lancèrent Vision 2025, une feuille de route sur 15 ans pour devenir le premier groupe aéronautique d'Afrique. Les objectifs étaient ambitieux. Une flotte de plus de 120 appareils, un chiffre d'affaires dépassant les 10 milliards de dollars et un réseau couvrant plus de 90 destinations internationales. Ils atteignirent les objectifs de flotte et de réseau avec des années d'avance et dépassèrent l'objectif de chiffre d'affaires au milieu des années 2020. L'intuition clé derrière ces plans était qu'Ethiopian Airlines ne devait pas fonctionner comme une simple compagnie aérienne. Elle devait opérer en tant que groupe aéronautique diversifié avec 7 centres de profit distincts. Les services passagers internationaux, le fret et la logistique, la maintenance, la réparation et la révision, une académie de l'aviation, la restauration à bord, les services d'assistance en escale et une activité aéroportuaire. Chaque division génère ses propres revenus. Chacune protège les autres de la volatilité. Lorsque la demande passager s'est effondrée pendant le Covid, la division cargo a bondi. Lorsque les prestataires tiers de MRO ont augmenté leurs prix à travers l'Afrique, les propres installations de maintenance d'Ethiopian, les plus grandes du continent, ont permis de maîtriser les coûts en interne. C'est cette intégration verticale qui distingue Ethiopian des compagnies qui semblent similaires sur une carte de route mais sont fondamentalement des entreprises différentes. South African Airways a externalisé une grande partie de sa maintenance, dépendait des renflouements gouvernementaux et a laissé des nominations politiques prendre des décisions commerciales. Kenya Airways est entré dans un partenariat public-privé alambiqué, a accepté un investissement de KLM et n'a toujours pas réussi à dégager un bénéfice pendant près d'une décennie, jusqu'en 2024. Ethiopian, pendant ce temps, réinvestissait ses propres bénéfices, levait sa propre dette et former ses propres employés. L'Ethiopian Aviation Academy, fondée en 1956, a diplômé des dizaines de milliers de pilotes, techniciens et personnels navigants venus de tout le continent. Rien qu'en janvier 2026, l'Académie a diplômé 457 professionnels de l'aviation issus de 12 pays. C'est un investissement stratégique qui réduit la dépendance à une main-d'œuvre expatriée très coûteuse et construit le vivier de capital humain soutenant la croissance de la compagnie. Mais l'élément le plus déterminant de la stratégie d'Ethiopian est d'ordre géographique. Addis Abeba se situe au carrefour de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Pour les passagers voyageant entre l'Afrique de l'Ouest et l'Asie de l'Est, ou entre l'Afrique australe et l'Europe, une correspondance via Addis Abeba est une excellente option. Ethiopian a reconnu cet avantage et l'a exploité sans relâche. Cette stratégie reflète ce qu'Emirates, Qatar Airways et Turkish Airlines ont fait depuis leurs hubs respectifs, utiliser la position géographique pour capter le trafic en correspondance qui ne trouve ni son origine ni sa destination dans la ville du hub elle-même. Un passager volant d'Accra à Shanghai n'a aucune raison de passer par Addis Abeba, si ce n'est que Ethiopian offre la correspondance la plus pratique. Mais cela suffit. Aujourd'hui, Ethiopian dessert plus de 140 destinations internationales et plus de 20 destinations domestiques. Son réseau couvre le continent africain d'une manière qu'aucune compagnie du Golfe ne peut égaler. Là où Emirates se pourrait proposer un vol quotidien en gros porteur vers Lagos ou Nairobi, Ethiopian dessert des dizaines de villes africaines plus petites qui ne justifieraient jamais l'attention d'une compagnie du Golfe. Des endroits comme Lilongwe, Lusaka, Entebbe et Lomé. Ces lignes ne sont pas prestigieuses, mais elles alimentent le hub d'Addis Abeba en passagers pour des correspondances vers Londres, Washington, Shanghai et partout entre les deux. Pour approfondir ce réseau, la compagnie a pris des participations dans des compagnies régionales à travers le continent. Ethiopian détient 49% d'Air Congo, environ 40% d'Askai Airlines au Togo, 49% de Guinea Airways, 49% de Malawi Airlines et 45% de Zambia Airways. Ce ne sont pas des investissements de prestige, ce sont des réseaux d'alimentation. Chacune de ces compagnies canalise du trafic vers Addis Abeba, renforçant la force d'attraction du hub. La flotte raconte l'histoire de la direction que prend Ethiopian. La compagnie aérienne a commandé plus de 80 appareils auprès de plusieurs constructeurs et de différents types.
Cela inclut des Boeing 787-9 Dreamliner, des Boeing 737 MAX 8, des Airbus A350-900 et, point crucial, 8 Boeing 777-9, faisant d'Ethiopian le premier client africain du 777X. Des options et des lettres d'intention portent le total encore plus haut. La stratégie de flotte mixte est délibérée. En maintenant à la fois des appareils Airbus et Boeing dans son inventaire, Ethiopian renforce sa position de négociation avec les deux constructeurs. Cette approche à double source permet également à la compagnie aérienne d'affecter les appareils de manière précise en fonction de la demande par route. Les A350 pour les liaisons ultra long courrier, les 787 pour les services intercontinentaux moyen courrier, les 737 MAX 8 pour la connectivité intra-africaine et les turbopropulseurs Dash 8 400 pour les routes domestiques. La compagnie aérienne a également évalué 20 à 30 jets régionaux supplémentaires dans la catégorie des 100 sièges en considérant l'Airbus A220, l'Embraer E2 et le Boeing 737 MAX 7. Ceux-ci remplaceraient des appareils vieillissants et renforceraient la desserte des villes africaines secondaires, densifiant davantage le réseau en étoile du hub. L'élément peut-être le plus audacieux de l'avenir d'Ethiopian, cependant, se trouve à 40 km au sud d'Addis Abeba. La construction a débuté sur l'aéroport international de Bishoftu, un méga-projet estimé à plus de 6 milliards de dollars dans sa phase initiale, avec des coûts totaux pouvant atteindre 10 à 12 milliards de dollars, conçus pour accueillir à terme 110 millions de passagers par an sur 4 pistes. Ethiopian Airlines finance elle-même environ 20 à 30% du projet, la Banque africaine de développement pilotant les accords de financement pour le reste. Si la première phase est achevée comme prévu aux alentours de 2030, ce serait le plus grand aéroport d'Afrique avec une marge considérable. L'échelle est vertigineuse. L'actuel aéroport international de Bole accueille plus de 20 millions de passagers et fonctionne déjà à la limite de ses capacités. Le nouvel aéroport représenterait une augmentation massive de capacité. Un pari que le marché de l'aviation en Afrique connaîtra une croissance spectaculaire et qu'Ethiopian en captera la plus grande part. La preuve la plus éclatante de la supériorité structurelle d'Ethiopian par rapport à ses rivaux est apparue durant la Covid-19. Tandis que la SA entrait en redressement judiciaire et que Kenya Airways hémorragiait ses liquidités, Ethiopian Airlines fit quelque chose de remarquable. Elle resta rentable, sans renflouement gouvernemental, sans licenciement massif. La compagnie aérienne convertit 25 avions de passagers en cargo temporaire en retirant les sièges, créant ce que l'on appelle des freighters pour transporter des équipements de protection individuels, des fournitures médicales et du fret général. Les revenus du fret bondirent jusqu'à représenter environ la moitié du chiffre d'affaires total au plus fort de la crise. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était le modèle de groupe aéronautique fonctionnant exactement comme il avait été conçu. La division des services au sol gérait la logistique. La division cargo entretenait déjà des relations avec les transitaires internationaux. Chaque rouage de la machine verticalement intégrée fonctionnait de concert. Au moment où les voyages internationaux reprirent, Ethiopian en sortit avec sa flotte intacte, ses effectifs maintenus et son bilan financier sain. Ses concurrents, eux, en sortirent affaiblis, réduits ou fondamentalement restructurés. Le bilan financier et opérationnel demeure indéniable. Dans le cadre de Vision 2035, la compagnie vise 65 millions de passagers annuels et une flotte de 271 appareils. Dans le cadre de la Vision 2040, encore plus ambitieuse, ses objectifs s'étendent à 303 appareils et 243 destinations. La question n'est pas de savoir si Ethiopian Airlines est la compagnie aérienne la plus performante d'Afrique. Cela ne fait aucun doute. La question, c'est de savoir pourquoi personne d'autre sur le continent n'est parvenu à reproduire ne serait-ce qu'une fraction de son modèle. Les ingrédients ne sont pas secrets. L'autonomie opérationnelle, l'intégration verticale sur l'ensemble de la chaîne de valeur aéronautique, la planification stratégique à long terme mesurée en décennies plutôt qu'en trimestres, l'investissement dans le capital humain, l'exploitation géographique du positionnement en tant que hub. Chacun de ces principes peut être accessible à n'importe quelle compagnie aérienne africaine détenue par l'État. Aucune n'a réussi à les mettre en œuvre.
L'échec ne tenait pas aux ressources, mais à la gouvernance, au fait de laisser les intérêts politiques primer sur la logique commerciale, de traiter les compagnies aériennes nationales comme des instruments de clientélisme plutôt que comme des entreprises compétitives. Ethiopian Airlines n'a pas surpassé tout le monde en faisant quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Elle a surpassé tout le monde en faisant ce que toute compagnie aérienne devrait faire, tout en étant la seule sur le continent à l'avoir réellement fait. C'est là peut-être le réquisitoire le plus accablant qui soit contre l'aviation africaine. Le modèle à suivre est exposé au grand jour à Addis Abeba depuis près de 80 ans.